Mesdames et messieurs, merci de nous retrouver une fois de plus ce soir. Vous regardez bien sûr le grand débat économique. Vous êtes sur Radio La. Allez-vous bien? Comme tous les soirs, nous allons parler d'économie, essentiellement économie, et nous avons deux thématiques sur la table des discussions. D'abord, nous parlerons de la dette africaine. On en parle de plus en plus. Alors, qui doit à qui? Ce sera l'une des interrogations de ce soir. Ce qu'il faut dire en tout cas, c'est que l'Afrique, sous perfusion de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, croule sur le poids de la dette extérieure. Nombreux sont ceux qui pensent que tant qu'on sera de la dette, il sera également difficile pour l'Afrique de se développer. Et également en 2018, 32% de la dette africaine était issue des prêteurs privés, 35% des organismes, du moins organisations multilatéraux, 20% à la Chine et le reste 13% à d'autres États. Eh bien, de toutes les façons, la question principale, quel est l'état des lieux de la dette africaine rendue à ce jour? Thématique principale. Mais avant d'y aller, on va planter le décor avec une petite interrogation, une petite problématique, on va le dire comme ça. On va s'intéresser aux emprunts obligataires. On entend parler d'emprunts obligataires, et bien on va essayer d'expliquer en quoi consiste ce mécanisme, pourquoi les États africains empruntent, quel est justement l'objectif derrière cette opération. Voilà, tout à l'heure, de toutes les façons, on va vous présenter le panel et avec nos invités, certains seront sur le plateau et d'autres sur Zoom, nous allons rentrer dans le vif du sujet de cette émission. On va prendre d'abord l'actualité économique. Eh bien, on va commencer par cette information. On va parler de la Chine qui négocie l'achat de 6 mines de lithium en Afrique. Le constructeur automobile chinois BYD cherche à sécuriser ses approvisionnements des batteries destinées aux véhicules électriques. C'est ce que nous dit l'agence Ecofin. Le électrique en Chine est donc en pourparlers pour l'acquisition de 6 mines de lithium en Afrique. À cet effet, les ressources de 6 gisements devraient permettre au groupe chinois de fabriquer plus de 27 millions de batteries et de couvrir ses besoins en carbonate de lithium durant les 10 prochaines années. On poursuit là en Afrique toujours, projet turc 2021, valeur cumulée plus de 71 milliards de dollars. C'est une information, la valeur cumulée des projets réalisés par 11,1 milliards de dollars à fin 2021. Ce mai dernier par le think tank marocain Policy Center for the New South, rapporté par Ecofin. Cette étude révèle les investissements directs turcs en Afrique se sont élevés à 10 milliards de dollars grâce notamment par Ankara, de conseillers d'affaires dans 45 pays du continent. Allons à présent du côté de la Mauritanie et là-bas on parle de la hausse des salaires. Alors, près de 80% des fonctionnaires et agents de l'État mauritanien exerçant dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de l'action sociale vont bénéficier d'une augmentation de leur salaire. L'annonce a été faite par le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, porte-parole du gouvernement à l'issue d'un conseil des ministres tenu le jeudi. L'Égypte à présent, là-bas, Washington a approuvé la vente de CH-47, le Pentagone. Un d'État américain a approuvé donc cette vente de $.
Parlons de toute autre chose à présent. Intéressons-nous à la Banque européenne d'investissement qui octroie 75 millions d'euros au Sénégal. La Banque européenne a annoncé donc cela dans un communiqué, l'octroi de cette somme au Sénégal pour financer la construction d'une nouvelle destinée à être utilisée dans l'ensemble des pays du continent africain. Installée donc à Diamniadio, ville zone économique spéciale située à environ 30 km au sud de Dakar, la capitale du pays, devrait produire des vaccins contre la fièvre jaune et d'autres maladies endémiques. On va au Cameroun à présent, on va parler de cette actualité qui s'est déroulée seulement il y a quelques jours. Il s'agissait de créer donc un environnement boursier qui ici aux réalités africaines. L'événement s'est déroulé du côté de Douala, c'est la capitale économique du pays. Et le site Africa Move officiel nous dit que plusieurs pays étaient représentés, dont l'Afrique du Sud, Botswana, Côte d'Ivoire, Rwanda, Guinée équatoriale, Maroc, entre autres. Les experts responsables des plus importantes places boursières cette 10e édition du BAFFM Douala 2022, le séminaire du Build Africa Financial échanges autour d'une thématique centrale qui était donc optimisation de la régulation comme levier de développement des marchés financiers africains. De nouvelles stratégies qui devraient donc ouvrir le marché des capitaux aux jeunes entreprises, identifier les différentes particularités africaines afin que les politiques boursières répondent aux toujours justement d'emprunt obligataire, budget rectificatif 2022. Le pays rehausse son plafond d'emprunt non concessionnel à 550 milliards. Alors le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a signé le 2 juin 2022 une ordonnance qui modifie les grandes masses du budget de l'État de l'exercice en cours. Une information des combattants qui précise qu'une semaine après avoir bouclé sur le marché financier de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, soit 235 milliards collectés, le Cameroun devrait de nouveau solliciter les investisseurs de la sous-région. En Afrique du Sud, on parle de la flambée des prix du carburant à la pompe. Alors, l'augmentation des prix du carburant exacerbe la population. Le litre d'essence affiche 2,43 rand. Alors, au compteur, en dépit de la réduction de la taxe sur le carburant prolongée par le gouvernement. Cependant, d'après les analystes, le pays l'Ukraine et la Russie, à cela également il faut ajouter l'augmentation de la demande au niveau mondial. Au Burkina Faso, on parle de recettes budgétaires. Malgré la situation mondiale actuelle, les autorités burkinabées prévoient un taux de croissance annuel moyen de 5% des recettes budgétaires pour les années 2023, 2024, 2025. Eh bien, pour 2023, l'État s'attend à ce que les recettes budgétaires tournent autour de 4,15 milliards de dollars. L'année suivante, les autorités espèrent mobiliser près de 4. Puis en 2025, 4,58 milliards de dollars. On va terminer du côté du Kenya pour parler de la première expédition de café vers la Corée du Sud. Eh bien, le Kenya vient donc d'effectuer sa première expédition de café vers la Corée du Sud. La cargaison est partie du Kenya plus tard. Cela a été rendu possible par des réformes sectorielles du gouvernement agriculteurs de commercialiser directement leurs produits afin d'en tirer un meilleur prix. Économique, la transition. Ensuite, on revient sur le plateau pour le débat.
Voilà, dans retour sur ce plateau, rapidement, on va présenter ceux qui nous accompagnent ce soir. Je ne sais pas, est-ce que c'est possible de commencer par Zoom? Est-ce que nos invités sont Monsieur Jano Minkwande? On rappelle que vous intervenez depuis la Guinée-Bissau. Bonsoir, cher monsieur, est-ce que vous nous écoutez? Bonsoir, je vous écoute très bien, merci. D'accord, merci également à vous. Vous êtes entre autres, du moins plusieurs casquettes, mais entre autres économistes également. Alors, le docteur Ongene intervient depuis Yaoundé. Vous êtes économiste, chercheur et D'accord. Le temps de se connecter avec le docteur Ongene, je vais présenter ceux qui sont déjà ici à mes côtés. Le docteur Edimo est avec nous ce soir. Bonsoir à vous, docteur. Merci. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec le studio. Dans le studio, beaucoup de gens que j'aime bien. Mes jeunes frères. Et là, je n'ai pas vu depuis très longtemps. C'est un plaisir. Merci. C'est nous qui vous remercions, docteur Edimo. Voilà, bonsoir Paulela. Merci d'être là ce soir encore une fois de plus. Merci Manuela, c'est un plaisir renouvelé. Et même s'il faut partir de Yaoundé dans les conditions qu'on imagine pour te retrouver, toi et tes milliers de téléspectateurs, et bientôt millions au pluriel. Donc c'est toujours un plaisir et un plaisir aussi. J'affectionne particulièrement dans ses analyses. Et puisqu'il a commencé, bonjour également à Yam Timba. On te coupe l'herbe sur les pieds, hein, donc on t'aide à faire la présentation. Donc bonsoir à tous les... Merci, merci à vous Paulela. Et bien sûr, le docteur Yam Timba est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Siké. Et merci de m'avoir invité et de me mettre au milieu de ces grands. Ceux qui vont temps pour le docteur Ongene, on espère qu'on pourra bien régler ce problème. On va parler, on va d'abord avec une problématique, les emprunts obligataires. Alors de quoi s'agit-il? Car à quoi servent justement les emprunts obligataires? Eh bien, je vais peut-être commencer par vous, docteur Edimo, sur cette question. Lorsqu'on parle, s'agit-il exactement? Ben, écoutez, les emprunts obligataires renvoient à la possibilité d'accueillir des financements en fait d'une manière générale. Nous savons que depuis quelques décennies, il y a une sorte de rareté au plan mondial. Parce qu'on l'appelait la décennie de l'argent facile, la décennie 80, même la décennie 90, sont devenues les décennies de la rareté de l'argent. Et pour les économistes, ils appellent les décennies perdues pour le monde en développement. Pour dire quoi? Pour dire qu'en fait, à un moment donné, suite à une crise sévère qu'on appelle la stagflation, surtout à la fin des années 70, la stagflation, c'est une conjonction de la stagnation et de l'inflation qui a naturellement mis au rebut tout le dispositif financier des années 60 qu'on appelait Keynes et qui a remplacé les théories monétaristes à la fin des années 70 sous la dictée d'un certain Milton Friedman, conseiller économique
du président Ronald Reagan, qui arrive au pouvoir aux États-Unis et qui pense qu'il faut désormais passer par ce qu'on appelle la compétitivité systémique, et que d'autres appellent souvent l'ouverture compétitive. Ça veut dire naturellement, nous sommes à une phase très critique de l'économie mondiale où 4 années plus tôt, nous avons connu un premier choc pétrolier qui a fait déplacer les cours du baril de 2,59 $ à 15 $ en l'espace de 6 mois. C'est le moment où certains pays comme le Cameroun, le pétrole, ce qui leur vaut une manne pétrolière exceptionnelle, et plus tard, il y a un second choc, qui est le second choc pétrolier, suite à la guerre Iran-Irak, qui porte le baril de 15 $ encore à 40 $, comme on est là. Donc, on est là au début des années 40. Cette situation crée une difficulté particulière pour les économies qui ne disposent pas de pétrole, y compris les économies du Nord, qui rentrent dans ce qu'on appelle l'économie d'endettement, que ce soit la France, les États-Unis et tout le reste, entrent dans une économie d'endettement due au fait qu'il y a des excédents, enfin, on peut dire que les budgets de pétrole ont explosé et sont multipliés par 10, ce qui les oblige à emprunter massivement et naturellement qui va obliger ces pays à contraindre les États, en particulier le Mexique, à rembourser cette dette. Nous sommes là à une période très critique, période historique pour tous les pays du tiers-monde. Le Mexique déclare son incapacité à rembourser la dette acquise, alors qu'il est un grand pays qui a pignon sur rue, et à la suite, c'est les robinets de la dette qui sont fermés pour tout le tiers-monde, y compris qui va naturellement, ça se porte bien, mais autour de... Il y a effondrement du prix du baril suite à l'entrée en production de la mer du Nord et de l'Alaska aux États-Unis et les gisements du Mexique et du Venezuela. Conséquence, on entre dans une trajectoire baissière. Jusqu'en 2001, véritablement, la personne, même si on ne le dit pas officiellement, mais la personne qui va nous aider peut-être à sortir de la crise, en partie, c'est Osama Ben Laden. Lorsqu'il percute les deux tours, la Chine et l'Inde sont déjà en course depuis une dizaine d'années, à hauteur de 10% pour la Chine, et 7% pour l'Inde, 6% pour le Brésil. Ces pays pensent qu'ils doivent continuer dans la même trajectoire. Ça veut dire qu'ils doivent continuer à importer, à acheter du pétrole, et ils vont l'acheter à terme, ça veut dire avant qu'ils sortent de sol. Naturellement, la conséquence est que sur les marchés boursiers, tout le monde va solliciter l'acquisition du pétrole. Des 20 $ où on était enfermé entre 1, et c'est comme ça qu'en fait, véritablement,
5 ans plus tard, on va passer le point d'achèvement de l'initiative PPTE parce que justement, on a déjà atteint les $70, ce qui nous permet de satisfaire aux 2 grandes conditionnalités du Fonds monétaire international, notamment le remboursement de la dette intérieure et de la dette extérieure. Donc, pour répondre à votre question, d'une manière générale, on peut dire que le pétrole, à un moment donné, a été un outil important pour déterminer les logiques du Fonds monétaire d'ancrer dans l'ajustement structurel. En fait, c'est à partir de 82 que toute la médication, c'est l'ajustement structurel. Ça veut dire la libération des marchés, l'ouverture des marchés. Oui. Et pour d'autres, ils vont vous dire il y a la désintermédiation bancaire et l'article qui vont permettre d'une manière générale aux pays du Nord un assèchement des finances, de récupérer l'excédent d'épargne qui existe encore dans les pays de l'OPEP, au Japon et en Allemagne, vers les marchés financiers européens, parce qu'eux-mêmes sont assez de vie au même niveau, ils sont déjà dans l'endettement, mais où sont les ressources? Il faut donc actionner une politique désinflationniste, valoriser le dollar et pratiquer d'une manière générale cette désintermédiation bancaire, le décloisonnement des marchés et la déréglementation, comme on l'appelle, pour atteindre l'essentiel des avoirs qui existent encore. Voilà, donc à mon avis, c'est ce qui s'est passé au cours des années 80-90. Merci à vous, docteur Edimo. Alors, Paul est là également sur la question des emprunts obligataires. Est-ce que c'est un meilleur mécanisme? On sait que les États africains, avec les explications du docteur Edimo, entre autres, on sait également que c'est pour les États africains, il s'agit de contourner ou alors d'éviter, entre autres, certaines opérations avec, on va dire quoi, les bailleurs de fonds internationaux. Est-ce que c'est une solution idéale en tout? Alors, il faut déjà se souvenir que les emprunts classiques, traditionnels, tels que des emprunts bancaires, des emprunts institutionnels, qui en réalité s'appellent des emprunts individuels parce qu'il s'agit d'une seule et même entité qui met à disposition d'une levée de fonds, justement. Et donc, notre mécanisme-là, que sont les obligations et donc l'emprunt obligataire, qui ont une infinité de prêteurs. Qui sont dans la plupart des cas des anonymes. C'est-à-dire que ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être n'importe qui souscrit donc à une ou plusieurs obligations qui représentent une fraction des fonds ou du capital à lever par l'emprunteur. Donc dans le cas des emprunts obligataires, pour ce qui est du Cameroun, donc l'État du Cameroun qui est donc l'emprunteur, et les populations, quand il s'agit d'un emprunt obligataire qui est destiné par exemple à l'espace géographique camerounais, et les emprunteurs c'est donc les Camerounais, le Camerounais lambda, des travailleurs, des non-travailleurs, des économistes, des banquiers, tout ce que vous voulez. Donc, de vos objectifs, au niveau par exemple régional ou sous-régional, par exemple du dernier emprunt obligataire, je pense qu'il a été prévu à 200 milliards et qui a dépassé le montant, on est arrivé à 235 milliards justement. Et l'objectif, c'était donc, en tout cas la cible géographique, c'était la CEMAC. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu une tournée du ministre des Finances dans ces pays-là
pour justement faire une opération de séduction et des cibles dans ces différents qui a très bien marché puisqu'on est allé au-delà donc du montant à lever escompté. Alors, l'avantage des emprunts obligataires, entre autres, c'est que, sinon pas qu'il n'y ait que des avantages, mais puisque la question c'est pourquoi est-ce qu'on se retourne vers ce type de financement et de levée de fonds, c'est que déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne s'agit pas de se retourner vers un prêteur unique. Ce qui suppose donc que le prêteur unique a des conditions auxquelles vous devez nécessairement adhérer. Et ces conditions pourraient ne pas vous arranger, mais vous devez adhérer à ces conditions. C'est le cas par exemple des prêteurs et Banque mondiale, donc en fait des prêteurs, qu'ils soient bilatéraux, qu'ils soient privés ou institutionnels, il s'agit là des emprunts, on va dire, traditionnels. Parce qu'il y a un seul prêteur qui a des conditions et c'est à prendre ou à laisser. Alors que dans le cas des emprunts obligataires, c'est l'emprunteur qui fixe ces conditions. Évidemment, il a intérêt à ce que ces conditions soient alléchantes pour attirer le maximum de personnes. Donc, si vous voulez, ça permet de ne pas être soumis aux diktats financiers avec des conditions draconiennes du prêteur individu qui est... Ok, je lance un emprunt obligataire sur une période avec une maturité 7 ans, je pense que celui-ci c'était 5 ans. 5 ans, voilà. Avec un taux d'intérêt bien précis, je pense que c'est environ 6% ou 6,5%, 6,2 merci, et le paiement en fonction de l'arrangement ou du montage financier du principal peut se faire donc in fine ou alors donc les coupons d'intérêt, donc la frange d'intérêt, la correspondance des intérêts que doivent toucher chaque souscripteur sont payés annuellement. Donc, et à la fin, il y a une sorte de prime. Une prime voilà, d'intérêt à la fin comme une bonne réalisation de l'opération. Alors, en réalité, voilà l'une des raisons principales pour lesquelles les États se tournent vers les emprunts obligataires. Un autre avantage, c'est que quand il s'agit d'un espace géographique donné, par exemple, quand le Cameroun fait un emprunt obligataire, en général, même comme c'était la CEMAC, le Cameroun était compris, vous vous rendez compte que ceux qui contribuent à lever ces fonds-là, donc les prêteurs, donc les sous participent eux-mêmes à leur propre objectif de développement. C'est-à-dire que l'État a levé les 200 milliards, on est à 235 milliards finalement, pour des projets dits, donc pour le développement. Si l'État s'adresse, sont en grande partie des personnes qui sont concernées par ces projets. Donc vous vous sentez davantage impliqué, vous en tant que population, parce qu'on vous dit par exemple, c'est pour faire un chemin de fer, c'est pour faire des infrastructures, un barrage, ainsi de suite. Donc, en réalité, il s'agit, avec les emprunts obligataires, dans le cas du Cameroun, le plus récent, il s'agit d'emprunts obligataires qui sont endogènes. Donc, le prêteur et l'emprunteur se battent pour la même cause de la transaction. Donc, on peut présenter ça comme ça. On peut également dire que ça évite que les pays qui ont recours à l'emprunt obligataire continuent de dépendre, en fait, des acteurs extérieurs, notamment le FMI et la Banque mondiale. Et je termine quand même en disant que quand on voit le volume de la dette mondiale, en réalité, ce qu'on présente comme les pays les plus endettés sont ailleurs qu'en Afrique, et que justement, c'est une petite extension que je fais, et que justement, quand vous regardez ces pays qui sont les plus endettés, ils ont une inflation qui est qui est plus ou moins maîtrisée, mais ils ont une dette qui s'envole. Par contre, en Afrique, notamment les pays de la zone CFA, vous avez une dette, le taux d'inflation est très faible, pour ne parler que des pays de la zone franc CFA, et vous avez une dette également qui est contenue,
Simplement pourquoi? Parce que d'un côté, on ne le dira jamais assez, nous n'avons ni la liberté de notre politique monétaire, ni la liberté de notre politique budgétaire. Ce qui fait donc que nos économies, certaines atonies, ne nous est pas librement données, et donc on est coincé des deux côtés, aussi bien sur le plan budgétaire que monétaire, en se retournant de façon endogène vers ses concitoyens, vers les pays voisins en général, pour donc lever une dette qui participera au développement participatif pour le pays concerné. Merci à vous également, Paulela. Docteur Yamb, justement, en parlant de ces qui acceptent d'investir ou de participer, on sait qu'il y a des investisseurs privés, il y a également des banques qui ont aussi souvent des capitaux au risque de... Alors à ce niveau, est-ce que on est toujours en train de s'autofinancer? Est-ce qu'il n'y a pas également toujours des risques quand on sait que plus ou moins lorsqu'il y a déjà aussi la participation des, on va dire quoi, des avoirs étrangers dans ces différentes banques africaines, est-ce qu'on n'est pas toujours tenu par l'extérieur? Écoutez, on va faire des choix, mais de manière générale, c'est une solution très paresseuse. On peut avoir des solutions plus originales et un peu plus productives. Vous n'êtes pas très optimiste quant aux emprunts obligataires? Il y en a eu au cours des 10 dernières années au Cameroun. Ça a produit quoi? Rien. C'est pour réaliser des projets, comme on nous le dit. Moi, j'aimerais bien les voir. Quand je vais... Mais si je ne vois rien et que je ne perçois pas très bien quel est l'impact sur l'économie, sur le panier de la ménagère, forcément, pour moi, c'est un problème. Je pense que nous ne sommes pas forcément obligés de fonctionner selon les canons de... On peut voir les choses autrement. Je crois que nos gouvernements devraient être un peu plus créatifs et un peu plus courageux que ça. Paulela et Dr Eddy ont expliqué ce que c'est que l'emprunt obligataire. L'obligataire n'est pas forcément celui de la dette en soi. Il faut savoir, en fait, on peut se développer en étant endetté. Je crois que Paul l'a ajouté par là. Le problème, c'est que les États comme celui du Cameroun ou nos États africains peuvent prendre le problème par l'autre bout, pas forcément par ce bout-là. C'est-à-dire que, au lieu de tous les emprunts obligataires devraient être organisés autour de projets lucratifs. Vous voulez faire une route dans une campagne, prenez ça dans le budget, prenez les impôts, faites la route. Ou allez voir le FMI et la Banque mondiale, faites la route. Mais vous voulez faire un emprunt obligataire, construisez une usine qui transforme les mangues. On vous vendez et puis on gagne de l'argent. Ça participe, si vous voulez, de l'amélioration du patrimoine financier, non pas seulement de l'État, mais également des individus, en tout cas des souscripteurs. Donc, que l'emprunt obligataire, qu'on ait un taux fixe, on va vous rembourser, etc. Mais qu'il soit légèrement différent et qui permette, par exemple, que là, nous avons, on va dire, nous avons une usine de tracteurs qu'on veut construire. Et puis, l'État dit, je n'ai pas d'argent liquide. Il me faut 100 milliards pour construire une usine de tracteurs parce que la demande dans le pays, il nous faudrait absolument produire de tracteurs locaux. Eh bien, à ce moment-là, les gens se mettent au travail, ils font des études, ils verrouillent un business plan sérieux, pertinent, solide. Parce qu'après, ça va être des conditionnalités très compliquées, mais en même temps, ça n'enrichit que les banquiers, pas forcément le public. Et ils lancent un emprunt obligataire. Et ils disent au public, venez souscrire, et puis cette souscription-là, vous allez construire votre propre usine qui va produire des tracteurs que vous allez utiliser, et vous gagnerez doublement ou triplement. Premièrement, touché. Deuxièmement, vous aurez du matériel. Cette approche est nettement meilleure. C'est-à-dire d'avoir des projets précis
sur lesquels on travaille et dont on va voir ou non la réalisation tout de suite. Et à ce moment-là, il y a donc un système de reporting pour le public où on viendra monter clairement aux gens, clairement aux souscripteurs, voici ce qui a été fait. Voici où ça se trouve. Mais lorsque vous avez chaque fois, depuis un certain nombre d'années, des emprunts obligataires dans votre pays, question quand même que vous vous posez, toujours au courant qu'il y a un emprunt obligataire, mais on n'est jamais au courant de ce que ça a fait. C'est construit, qu'est-ce qu'il y a. Moi, j'aimerais bien qu'on me montre tout ce que nous avons obtenu sous la base des emprunts obligataires, oui. Qu'est-ce qui a été réalisé. Donc, en réalité, votre problème n'est pas le mécanisme plus politique, c'est-à-dire que l'opération en elle-même. L'opération en soi, telle qu'elle est structurée actuellement, je trouve qu'elle est paresseuse. On peut l'améliorer. Okay. On devrait améliorer dans sa structuration et dans son déploiement. Et deux, il faudrait que ce soit, ou du fait de cette amélioration, de cette modification de sa structuration et de son déploiement, eh bien, cela devrait permettre, pour que tout le monde, il n'y a pas d'équivoque, pour que ça rapporte de l'argent, que ce soit lucratif. Vous voulez construire une route, que ce soit une route à péage, à rapporter. Et peut donc, on peut donc, comment dire, on peut avoir un retour sur investissement, sur tel délai, etc. Et au bout du compte, vous avez donc, j'aime bien l'idée qu'évoquait Paulina, à savoir que les gens contribuent à leur propre développement. À ce moment, vous avez le fait que les gens contribuent à leur propre développement, mais vous leur donnez également l'opportunité d'avoir des revenus additionnels à ce qu'ils ont. Ils étaient réellement copropriétaires de leur pays. La voie ferrée, des aéroports, des avions qu'on a achetés, des trains passagers ou marchands de télévision, des usines de fabrication de lunettes ou des usines de transformation. À ce moment-là, c'est le pays tout entier qui va s'enrichir, non seulement que l'État, ça va améliorer ses revenus fiscaux, les auront des revenus à... Et ça, c'est l'autre élément que je voudrais évoquer sur cette question-là. Oui. C'est que dans ces emprunts obligataires, il faudrait qu'il y ait un début et une fin. C'est un projet. Donc, il faut qu'on sache exactement ce qu'on va faire au début et à la fin, il faut qu'on sache ce qui a été fait. Aujourd'hui, la question que l'on se pose, cela a-t-il permis à notre pays d'avoir des choses qui fonctionnent, ou cela a consisté simplement à un moment attendre qu'un jour on va restructurer la dette et faire de nouveaux emprunts. Parce que la situation de l'Afrique aujourd'hui est que nous sommes innovants. Nous devons avoir de l'originalité, ne pas nécessairement reprendre ce qui est présenté comme tel. Parce qu'en l'état actuel, quand on prend les emprunts obligataires de la plupart de nos pays, mais je reste en Afrique centrale, et il faudrait, quand l'État s'endette, et ça c'est vraiment les principes de base de l'économie, l'État, à mon avis, devrait s'endetter pour ce qui est lucratif. L'État ne devrait pas s'endetter pour des choses qui ne sont pas lucratives. Il devrait être financé par les ressources propres de l'État. Construire des écoles, c'est des choix un peu bizarres. L'État devrait s'endetter pour construire une autoroute à péage. L'État devrait s'endetter pour construire un champ, une exploitation agricole, parce que ça rapporte de l'argent. Mais dans cette exploitation agricole, si l'État veut s'endetter, cette exploitation agricole va rapporter de l'argent, il devrait construire l'école, qui devrait construire la route, parce que ça, ce n'est pas lucratif.
Merci à vous, docteur Yantimba. Docteur Ongene, je viens vers vous toujours sur la question concernant justement les emprunts obligataires. Voilà. D'accord. Docteur Ongene, alors est-ce qu'il y a un avantage après justement les explications des co-panélistes ici sur le plateau, un avantage vous également pour les États pour ceci? Voilà, alors je voudrais dire que la question de l'emprunt obligataire est une pour les pays africains. Vous savez, avec le phénomène de désintermédiation, déréglementation et autres, les pays africains, ma foi, ont obéi à cette dynamique mondiale du point de vue de la structuration. Vous savez, aujourd'hui, moi je suis de cette école qui pense que ces 20 ans d'ajustement structurel, ce que ça nous a coûté avec les taux d'intérêt qui fluctuaient, libellés en dollars, il était peut-être opportun d'opter, à mon sens, pour ce type de financement. Parce que voyez-vous, les pays occidentaux qui sont généralement nos principaux prêteurs, nous prêtent cet argent-là avec des... Vous savez, le dollar est une monnaie qui est... Et de ce point de vue, on s'est parfois retrouvé avec des taux d'intérêt qui avoisinaient un peu le principal, ou alors, à tout le moins, la moitié du principal de la dette. Et donc, avec des mécanismes nouveaux et très récents, est indispensable et opportun pour certains pays africains de basculer dans ce type de financement. Je reviens quand même à un État comme celui du Cameroun, voyez-vous. Le Cameroun est lancé depuis 2009 dans la problématique de l'émergence économique à l'horizon 2035, entre guillemets. Il y a des projets structurants de première et deuxième génération qui ont fait l'objet des financements étrangers, multilatéraux, bilatéraux et autres. Vous savez ce que nous ont coûté ces financements? La question de l'endettement qui, à tout le moins, à un moment, a fait plan. En 2006, le Cameroun a basculé à ce qu'on a appelé le point d'achèvement. Maintenant que la stratégie d'émergence économique a été mise en place à partir du DSE avec les projets de première génération entre 2009 et 2019, qui pour certains n'ont pas eu, ma foi, un effet. On a cherché comme ça à avoir des moyens pour pouvoir financer ces projets. Et c'est ça la difficulté de l'économie camerounaise. Parce que quand on bascule pour le modèle d'émergence économique qui est celui du Cameroun, qui est assis sur une théorie qu'on appelle la théorie du bout de push d'un auteur comme Roland Lourençon, cette théorie, ce modèle d'émergence est très exigeant en matière de financement. Et il faut mobiliser les financements parce que nous sommes rendus dans la construction des infrastructures énergétiques, du barrage de Meveleux, le projet de construction du barrage de liquéfaction du gaz de Kribi et autres, les projets de construction des eaux Timalen, autoroute Yaoundé-Douala, ces différentes infrastructures de financement et la problématique de la gouvernance va rejaillir. Et vous savez, les seuls pays au monde quand même qui ont réussi à réussir avec ce type de modèle d'émergence économique. Singapour, pourquoi? Parce que Singapour avait un régime militaire. C'est un modèle économique qui nécessite. Maintenant, lorsqu'il faut mobiliser ces fonds, ces moyens, il y a plusieurs mécanismes. Au-delà de l'emprunt indivisible, comme l'un de mes compagnonnistes l'a évoqué tout à l'heure, qui est très exigeant avec des partenaires qui vous imposent des règles du jeu. Il est quand même important de comprendre qu'à mon sens, opportunité. Ça peut faire l'objet d'une thèse de doctorat, emploi obligataire, une opportunité pour les économies africaines, à mon sens. Pourquoi une opportunité pour les économies africaines? Je pense qu'à ce niveau, nous sommes un peu responsables, n'est-ce pas, de nos propres parce que l'emploi obligataire est quand même lancé vers un marché financier
francs CFA, pour moi, c'est petit pour réaliser les infrastructures. Donc, il faut oser, on peut aller au-delà parce que cet emprunt obligataire, non seulement il n'est pas contraignant en termes, ma foi, des taux d'intérêt qui sont libellés en nos monnaies. Il faut bien savoir que c'est le marché financier de la semence. Et donc, nous n'avons pas de contrainte en termes de flexibilité ou de flottabilité du taux d'intérêt par rapport à un taux de change flottant pour lequel nous avons l'exigence de respecter, de payer, n'est-ce pas, le différentiel du taux d'intérêt à échéance. C'est une opportunité. On peut aller au-delà. Vous voyez aujourd'hui, avec cet emprunt obligataire, le Cameroun va quand même réaliser urbain du Cameroun, certaines infrastructures énergétiques, et peut-être, ma foi, le plan de reconstruction de la région de l'extrême nord qui a été victime de la crise de Boko Haram. C'est très insuffisant, 200 milliards de francs CFA. C'est une opportunité. Si nous pouvons lever 6 milliards de francs CFA en l'espace d'une semaine, ça veut dire qu'on peut lever 800 milliards de francs CFA en un mois. Le Cameroun rêve de devenir un pays émergent, entre guillemets, à l'horizon 2035. Utiliser les capitaux, les projets structurants de première génération qui étaient logés dans le DSE qui sont là, qui ont besoin d'un rattrapage et maintenant entrer dans les projets structurants de deuxième génération dans le cadre de la SND 30, on a véritablement besoin de mobiliser les fonds, les capitaux, et je pense que, contrairement aux partenaires bilatéraux, multilatéraux, cet emprunt obligataire que nous levons au niveau du marché financier de la CEMAC est une opportunité sur laquelle il faut continuer à exploiter cette opportunité parce que les projets, ils sont là. La teinte de l'émergence, entre guillemets, à l'horizon 2035, est très exigeante en matière de financement. Si nous restons à notre modèle qui s'appuie sur la théorie du Big Push. Voilà. Docteur Ongene, peut-être pour le prochain tour, si vous le voulez bien, activez votre vidéo. Voilà, pour qu'on puisse justement vous voir aussi. D'accord, on va poursuivre. Accueil, même si la seconde est toujours liée. Avec vous, monsieur Mekwande, justement, pour sortir, on rappelle que vous êtes économiste, mais surtout expert en économie. Est-ce qu'on pourrait dynamiser l'économie afin de mieux gérer les emprunts obligataires? Merci beaucoup à vous. Je suis déjà à m'excuser parce que je n'ai pas pris le temps tout à l'heure de saluer. Bonsoir à tous les invités, les téléspectateurs de Foyer TV. Alors, comme je disais, comme tout à l'heure sur le plateau, il est bien de faire ces emprunts obligataires, mais il est bien de les faire pour des projets qui peuvent rapporter quelque chose pour produire. Parce que ces emprunts-là, pour faire des routes, pour faire des projets qui en réalité ne produisent pas, ne rapportent pas assez, on ne pourra pas sentir l'impact, n'est-ce pas, de ces emprunts. Je vais vous prendre un exemple. Je vais essayer d'élargir un peu le sujet. Nous avons, dans la semaine, qui est allé voir le président russe pour, je vais dire pas comme ça, commander des produits russes, tels que les engrais, tels que non, l'Afrique devrait tomber dans une crise de famine. Je vais dire que 60 ans après les indépendances aujourd'hui, nous les Africains, nous sommes toujours en train de courir derrière ces gens-là. On dit, on se plaint, ils nous exploitent, ils nous ont colonisés, ils nous ont rendu compte, mais nous ne voulons pour construire une usine pour fabriquer des engrais qui vont permettre à nos agriculteurs africains de pouvoir produire ces produits que nous partons chercher en Europe. Ça va permettre que nous serons capables nous-mêmes de... Pour revenir dans le cadre de la monnaie numérique, je pense que
vous avez vu comment la République centrafricaine a été longuement critiquée durant la semaine. Tout le monde tirait sur eux. Quand je regardais prendre là-bas, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur la République centrafricaine. Pourtant, c'est un pas vers l'avant. Le crypto-monnaie aujourd'hui, c'est le sauveur. On va appeler ça comme ça. C'est le sauveur de l'Afrique. Le crypto-monnaie, c'est cette monnaie-là qui va nous donner notre indépendance financière. Et je crois que d'autres Africains, tels que la République centrafricaine, doivent également aussi oser, doivent avoir le courage de dire, OK, nous allons adopter le Bitcoin, nous allons adopter les crypto-monnaies et nous allons consommer. La République centrafricaine a fait comme un monsieur qui est l'a trompé. Alors je dis, OK, je ne vais pas réfugier maintenant, mais je vais prendre une seconde épouse parce que je vais tout compter pour punir. Je ne sais pas si parler du franc CFA et il a adopté les crypto-monnaies. Je pense que les Africains devaient se réunir et utiliser des mécanismes tels que les empreintes obligatoires pour pouvoir créer des structures, pour pouvoir améliorer l'utilisation des crypto-monnaies dans leur pays. Regardez, la République voudrait remplacer les mines d'or par le minage de crypto-monnaies. On sait tous que ces deux entités sont toujours comparées. Et pour ceux qui ne savent pas, le minage de crypto-monnaie, c'est le processus qui permet de fabriquer la crypto-monnaie. Et tout État peut le faire. Tout le monde peut le faire. Vous pouvez avoir votre ring de minage, voir la musique, vous produire des crypto-monnaies, sauf que ça va vous consommer énormément d'électricité. Mais un État avec tout ce qu'il a, avec tout le pouvoir qu'il a, peut bien sûr construire ce qu'on appelle des grandes salles pour des minages, on appelle ça des scènes de minage, voilà. Des scènes de minage qui vont permettre à ces pays-là de produire la crypto-monnaie et de pouvoir revendre ces crypto-monnaies-là à leur population qui en ont besoin. Tenez-vous tranquille, au Cameroun, la demande en termes de crypto-monnaie est énorme. Moi, je suis trader en Guinée-Bissau et je vends régulièrement mes gains au Cameroun. Je vous dis, la demande est énorme. La demande est énorme. Alors, si les Africains réunissent nos propres moyens pour pouvoir développer un système monétaire qui va de grandir comme le disait l'invité juste avant moi. Je pense que c'est par ce mécanisme-là que l'Afrique peut vraiment se développer. Alors moi, je suis pour encourager de telles idées, d'accord pour que l'Afrique puisse travailler main dans la main pour pouvoir développer leur économie. C'est un bon levier, un bon outil pour nous, Africains, de pouvoir sortir. Voilà, merci à vous, Monsieur Mekwanda. Et petit souci de connexion avec vous, la réalisation va essayer de gérer ce petit détail. Passer à la dette, vous vouliez acheter quelque chose? Alors, juste le premier point, c'est la raison fondamentale pour laquelle le problème, c'est que on aurait pu se financer autrement par la création monétaire si nous avions notre propre monnaie. Donc là, on voit bien que c'est pour ça que je vous dis que c'est des solutions paresseuses. C'est-à-dire que vous voulez vous développer, mais vous créez votre porte-monnaie. Et vous faites donc de la création monétaire pour vous développer. Et dans un pays où la masse monétaire représente à peine 12 à 15% du PIB, ce n'est pas avec ça qu'on va se développer, puisqu'on n'a pas de capacité d'investissement. Donc, il faudrait qu'on ait des solutions courageuses, comme avoir notre propre monnaie. Et donc là, on peut faire des paquets, comme on a vu pendant la crise du Covid-19, les États dire on a un paquet de 800 milliards, mais c'est leur argent, c'est leur monnaie. Et nous, on n'a pas ça, et c'est un très sérieux problème, surtout qu'on fait un emprunt obligatoire, et pendant un emprunt obligataire, et pendant ce temps, on a quand même de l'argent dans le compte des opérations qui dort là, qui attend. Mais pourquoi on va s'endetter? Est-ce que
par le mécanisme de compte de... Et tant que c'est du franc CFA, la France... Il y a quand même quelque chose à intégrer. Donc, bref, si on veut se développer, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la solution optimale. Il y a des solutions qui sont optimales. Et pour des gens qui sont ambitieux et qui ont besoin d'investir plusieurs milliards de dollars ou d'euros en équivalent, il faut qu'on ait notre propre monnaie. Et là, on joue sur des leviers. Le deuxième point et dernier, c'est... J'ai quand même vu, par exemple, les finances du Cameroun célébrer les 235 milliards. Ouais. Bon, d'abord, c'est de l'endettement, donc c'est un problème. Ensuite, il y a, et qui fait suite à une longue série qui n'a pas été forcément probante, donc c'est un sérieux problème là, à ce niveau. Mais parce que là, en matière d'emprunt obligataire, nous avons ce qu'on appelle l'indice de confiance. Oui. Et cet indice de confiance, qui est l'indice de confiance du peuple, c'est de voir combien d'individus, combien de citoyens. Le simple fait qu'un emprunt obligatoire soit essayé par des banques qui sont dans le système signifie que le peuple, les individus, les particuliers n'ont pas vraiment confiance en ce type d'opération. Et ça, c'est des mécanismes d'analyse économique qui devraient nous interpeller à chaque fois. Le tout n'est pas de que vous avez menée. Quel est le pourcentage des particuliers et donc des citoyens, oui. L'évaluation et de ce type d'opération. Merci pour cet ajout et c'est l'occasion pour nous de rentrer directement dans la problématique principale. On parle des dettes africaines, qui doit à qui. Enfin, un état des lieux justement de ces dettes africaines, on en parle de plus en plus, docteur Edimo. Alors, qui sont les principaux créanciers de l'Afrique? Les gens s'interrogent, on nous parle de la France, on nous parle de la Chine, entre autres, on parle du Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Alors, qui sont les principaux créanciers de l'Afrique déjà pour commencer sur cette question? Dans un premier temps, l'Occident, mais aussi la Chine. Oui. La Chine, dont le package va déjà grandissant entre 2000 et 2020. 200 milliards, sinon 300 milliards, parce qu'en fait, l'essentiel des prêts et des dons accordés par la Chine ne sont pas bien compris. Allez-y. Oui, de revenir sur des questions qui étaient essentielles en rapport avec l'emprunt obligataire. Oui. Oui, elles sont essentielles. L'emprunt obligataire, en effet, c'est coûteux. Ok. Il est coûteux. Coûteux dans la mesure ou par rapport aux taux concessionnels qui sont de 0,5%, 0,1% parfois. À revoir quand même leur feuille de route, parce qu'en fait, quand on regarde la masse des crédits qui sont concédés à l'État, mais qui ne sont pas consommés, et sur lesquels les taux depuis des années, ça va à plus de 15% du PIB. Ok. Plus de 15% du PIB. En tout cas, ça ne fait pas du bien au pays. Donc, ça veut dire qu'en fait, on doit réviser quand même la politique de gestion de nos crédits qui sont accordés, que ce soit par les banques islamiques ou par d'autres réseaux. Mais il y a beaucoup de fonds qui sont accordés, qui dorment et sur lesquels les taux d'intérêt sont en train de courir. Pendant ce temps, on cherche d'autres emprunts ailleurs. Donc, il y a une question, il faut vraiment... Mais je crois que nos politiques y pensent. Mais c'est important de le soulever parce que, en fait, il y a un problème de performance dans la gestion des crédits accordés à l'État camerounais. Bien plus, il y a des fonds disponibles. Mais c'est vrai. Pas seulement le Cameroun. Quand on envoie, oui. c'est beaucoup plus que l'aide publique
Ok. Ça va à 40 milliards de dollars à peu près. Et quand on voit les dépôts que les Camerounais et Africains de la diaspora ont dans les banques étrangères, c'est à peu près l'équivalent de 40 milliards de dollars à nouveau. Donc ce sont des sommes qui peuvent... Et l'Union africaine sont suffisamment agiles pour intéresser ceux-là qui voudraient aussi accompagner le développement des pays africains, mieux que de faire des transferts de fonds ou de faire des banques occidentales qui peut-être ne rémunèrent pas beaucoup. En fait, c'est un appel pour dire qu'il y a quand même, c'est vrai, les emprunts obligataires, dans le cas de nos économies, on comprend souvent qu'il manque de l'argent parce que l'épargne nationale reste très faible. Mais même cette épargne, on peut l'améliorer parce que véritablement, l'économie numérique est là pour faire quoi? On doit s'en servir pour améliorer la performance budgétaire. Les études sont là. Elles montrent que on peut améliorer la performance budgétaire, c'est-à-dire gagner 15 à 25% du PIB de nos pays. Oui. Si on améliore cette performance budgétaire à travers l'économie numérique. Et c'est vrai, je suis attendu à Condé aille plus dans cette parce que aujourd'hui, à peu près 16% du PIB mondial et qui, à l'horizon 2027, devrait constitue quand même une source de revenus immense si on parvient à numériser les multiples fonctionnalités de nos administrations, de nos opérations, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Oui. Vous avez vu ce que ça a donné. Le fait qu'on perçoive 0,2% sur les transferts d'argent depuis quelque temps. Oui, la nouvelle réglementation, justement. Ça a rapporté beaucoup. Et il faut que dans le cas du Cameroun, c'est le plus bas qui existe dans le monde. Donc il y a des sources de refinancement ou d'amélioration des données financières qui existent encore. Je ne sais pas pourquoi on ne les exploite pas. Il n'y a pas que se finance aujourd'hui l'économie. Donc, nos États, à mon avis, devraient penser de plus en plus à intéresser nos diasporas parce qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de liquidité. Mais en fait, pour développer nos pays africains, c'est pas les finances courtes, c'est les finances longues. Il est regrettable qu'il y ait beaucoup d'argent qui soit dans la diaspora africaine qui aurait pu créer une banque d'investissement à la disposition de finances qui accorde des financements longs parce qu'en fait, le problème, c'est pas qu'il manque sur liquide. Seulement, ce sont des dépôts à terme. Et pour accompagner les investissements et les investissements infrastructurels, il faut généralement les financements. Des emprunts qui sont remboursables. Voilà. Et je pense que pour nos États, c'est le moment. C'est d'autant plus le moment que la crise qu'on voit de l'autre côté indique très clairement que
voilà, nous avons une opportunité cette fois de diversifier nos partenariats. Nous avons cette occasion. Comment en fait, on est dans un débat. Ouais, allez-y, allez. Alors, je voulais juste préciser, hein, c'est pas une contradiction, c'est juste pour rappeler, parce qu'il le sait d'ailleurs mieux que moi, que la question, même si c'est pas le débat, ça participe, la question de la diaspora et des fonds transférés, et ça tu le sais très bien, ne perdons pas de vue qu'en réalité, les volumes impressionnants qu'on présente et qui sont réels, et qui pourraient constituer des fonds d'investissement pour des projets dits structurants dans nos pays africains, en réalité, ne perdons pas de vue que ces fonds-là sont envoyés en général par les membres des familles de ces gens-là pour la consommation. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'ils sont envoyés pour la consommation et en réalité, ces familles ont payé, parfois au prix fort, les études et les envois de ces enfants-là à l'étranger pour que, en réalité, ce soit une sorte de participation au, si vous voulez, au bien-être de la famille. Donc, ce que je veux juste dire, et ça, je ne lui apprends pas, évidemment, c'est juste un peu la nuance, parce que lui et moi, on se... J'ajoute que les dépôts de ces membres de la diaspora, là, par contre, oui, effectivement, sont légèrement supérieurs au transfert. Non, mais je saisissais ton opportunité pour nos téléspectateurs. Parce qu'il y a souvent cet amalgame là, que, mais écoutez, la diaspora envoie tellement. Premièrement, ce sont des envois qui sont diffus. Quand je dis diffus, c'est qu'ils ne sont pas consolidés et orientés, canalisés pour des projets spécifiques. On vous envoie 200 000, on m'envoie 100 000, on m'envoie... Et de façon éparse, au gré des disponibilités et des besoins. Merci voilà. Pour le là. Non, c'est bien. Mais le clou, c'est ce que Dr Yam évoque. La création monétaire. Absolument, oui, absolument. C'est ça le clou. C'est-à-dire, et moi je dis, la guerre de l'Ukraine, c'est bien. Et c'est une opportunité. C'est une opportunité. C'est bien. Ça nous invite à diversifier nos partenariats. Ça nous invite pour des pays comme le Cameroun qui profitent quand même si on ne le dit pas, mais ils vont le dire après. C'est vrai, on fait un collectif budgétaire aujourd'hui, mais en même temps, les coûts du baril sont partis à plus de 100. On a 140. Oui, donc il y a un canyon. Mais ce qui est important, c'est le fait que la création monétaire, elle est essentielle. Tous les pays du monde se sont développés par la création monétaire. Quand l'Allemagne est tombée à la Deuxième Guerre mondiale, c'est en créant. On a fait tourner la planche à billets. Quand le Japon est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la même chose. Maintenant, Docteur Yam l'a évoqué, quand tu as une masse monétaire qui tourne à peu près, c'est combien? 15%, 15-16% de ton PIB, c'est pour faire quoi? Ça, c'est le Moyen-Âge. C'est le Moyen-Âge. Parce que, en rapport avec ce qui, la réalité, que ce soit au Vietnam, que ce soit au Thaïlande, là-bas, c'est des rapports de 120%. Là, 120%. La Chine a même atteint parfois 240. Indicateur faible que lui, il indique. Il n'a pas voulu l'autre, qui est le rapport entre le PIB. C'est encore pire. Ça, c'est pire. C'est-à-dire que c'est le 5e siècle. On est au 5e siècle. Aucun pays du monde ne peut vivre avec ce genre de rapport entre l'encours du crédit et le surtout de 22 à 24% dans la CEMAC. Dans tout le reste du monde, quelqu'un l'évoquait, c'est là, comme Ikonde, ou je ne sais qui parlait, ou Nguene, qui parlait de 120%, 150%. C'est comme ça que le taux d'endettement. Mais ce rapport
Mais ce rapport va dans la même trajectoire, à peu près. En réalité, Thaïlande, Philippines, c'est autour de 120-130%. La pire des choses qui existent, c'est le franc CFA. La pire des choses qui existent pour nous, même si on ne veut pas le dire. Et moi, j'aime le dire à ceux qui ont écrit le D, comment on appelle NCD. Comment vous écrivez un truc et vous ne parlez pas de ces choses? Comment on va financer ça? Parce que c'est ça l'essentiel. c'est la base. C'est la base. Voilà. C'est-à-dire que si vous n'avez pas cette capacité, encore pour nos pays qui sont jeunes et qui font face aux crises, comment vous appelez ça? La crise, climatique. Changement climatique. Oui. Comment est-ce qu'on va faire? Parce que pour le moment, ça n'a pas encore frappé, bien sûr, véritablement. Quand avec une population qui va vite, et qui est dans sa période de... Et il n'y a pas de possibilité pour nos jeunes de consommer, de lancer des projets, des tout petits projets. Vous allez à n'importe quelle banque, on finance que l'import et l'export. Point barre. Tout le reste n'est pas financé. Parce qu'il n'y a pas une banque d'investissement, parce que l'État lui-même, mais regardez ce que fait le Cameroun. Le Cameroun va prendre l'argent là-bas en Chine. C'est Xi Jinping, c'est l'ami de Paul Biya, qui aide le Cameroun à financer ses barrages, à financer ses autoroutes, à financer ceci et cela. Mais ça, c'est pour l'État du Cameroun. Les démembrements de l'État, ils ont quoi? Les collectivités décentralisées. C'est ça. Les ménages ont quoi à leur disposition? Rien. Parce que justement, ce rapport-là, ce ratio est défectueux. De toutes les façons, tout ça, ça rentre bien sûr dans les éducations et c'est le débat bien sûr. Docteur Ongene, je vous retrouve et justement on parlait des bailleurs de fonds, FMI entre autres. Je vais dire prétendent. Ils ont demandé une annulation des dettes parce qu'ils parlent des dettes illégitimes ou alors illégales. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faudrait, du moins, pourquoi est-ce qu'on n'annule pas tout simplement la dette, puisqu'on dit qu'on voudrait aider justement les pays africains? Puisqu'on vole les Africains. Voilà, puisqu'on vole les Africains, selon le docteur Izimo. Docteur Ongene. 500 milliards d'euros ramassés comme ça. Est-ce que le docteur Ongene est avec nous? Ongene, on revient sur le plateau. La même interrogation peut-être. Alors, c'était quoi l'interrogation? J'étais tellement concentré à attendre le docteur Ongene. Bon. Donc, pourquoi est-ce qu'on n'annule pas simplement la dette? On nous dit que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international veulent les Africains, mais pour les aider, pourquoi est-ce qu'on les endette? On a l'impression qu'on est dans un éternel recommencement. Pourquoi on n'annule pas tout simplement? Alors, je souris parce que la réponse me paraît tellement évidente, mais parce que ils vivent sur le dos de la dette et sur le dos de leurs victimes de la dette. Aussi simple que ça. Le FMI, la Banque mondiale, ce sont des institutions, dites institutions de Bretton Woods, créées en 1944, qui ont été créées à la suite de la BRI en 1930. Ces institutions financières internationales sont créées pour être au service de l'impérialisme économique occidental. C'est aussi simple que ça. Alors, on va voir comme quoi ça vous permettra à vous, pays africains dits sous-développés, de vous développer. Mais en réalité, c'est une grosse machination financière qui ne fait que
derrière ces institutions, à savoir les États-Unis, l'Angleterre, la France et l'Occident de façon générale. Quand vous regardez, le monde n'a jamais été autant endetté depuis 50 ans, ma chère Manuela. On est à 226 000 milliards de dollars de dette mondiale. Et vous avez dans ces deux... Alors, c'est justement ça. Là, alors, ça. Quand vous qui doit à qui 226 000 milliards de dollars de dette mondiale. Qui prête crée la monnaie. Qui PIB mondial. Qui prête cet argent? Alors, les principaux détenteurs de cette... Très bonne question pour nos téléspectateurs. Les principaux détenteurs... Je peux quand même rappeler, hein, juste parce qu'on est là aussi pour édifier nos téléspectateurs. Quand on parle de dette globale, et la dette privée. La dette privée, représente les emprunts contractés, sollicités par les ménages et les entreprises d'un pays ou dans le monde. Ça, c'est la dette privée. Dette intérieure. Voilà. Pour l'instant, dette privée. De la dette privée, vous avez la dette publique. La dette publique elle-même, elle se décline en deux types de dettes. La dette intérieure et la dette extérieure. Donc, c'est un État qui a une dette envers ses agents économiques. C'est la dette intérieure. Ça veut dire l'État doit aux entreprises qui lui ont fait des marchés et tout ça, des services. Et qui a contracté des emprunts auprès des institutions financières. On parle de dettes multilatérales ou alors auprès de pays. On parle ça, c'était pour resituer un peu le contexte. Alors, on vous dit que sur les 226 000 milliards, mon cher aîné, de dette mondiale, qui représente 256% du PIB mondial, on nous dit que l'Afrique, c'est à peu près 580 milliards. Et qui représente à peine, je ne sais même pas si ça représente 15%. Ça représente 15%. Non, c'est pour ça que je dis que c'est très loin. C'est très loin. 0,0. C'est très loin. Très loin. Disons que vraiment 15%, ce serait... Voilà, même pas. Alors, quand on dit tout ça, c'est pour... exactement 2 milliards. Voilà. On n'est même pas dans les pourcentages. Merci. 0,2%. Voilà ce que représente l'Afrique. Mais c'est à l'Afrique qu'on s'adresse quand on veut expliquer que nous sommes en danger parce qu'on risque de s'endetter. Je vous rappelle que le Cameroun % d'endettement du PIB. Non, non. La dette publique l'agence de la CEMAC, on n'atteint pas 40%. On n'atteint pas 40%. Quel PIB? Le PIB officiel. Là, c'est un autre débat. Le PIB officiel, c'est un autre débat. Voilà, c'est juste pour dire que on nous fatigue, on nous culpabilise par rapport à un endettement qui serait extravagant. Et on parle d'atteindre les points d'achèvement, d'accepter d'être pays pauvres, très endettés, pendant que les États-Unis, qui sont en 2020 à 30 000 milliards de dollars de dettes, qui correspondent à plus de 140% de leur PIB. Nous, pays africains, c'est très important ce qu'on évoque là, qui sommes, pour ne prendre le cas que du Cameroun, à 40% du PIB, très loin des critères de convergence de la CEMAC qui sont de 70% en termes de plafond, et on est dans des... On aussi entre à peine à 3%. Donc, quand on a dit ça, Manuela, il faut bien que les téléspectateurs comprennent que nous sommes asphyxiés, comprimés par rapport à une possibilité d'endettement pour contribuer à notre développement, puisque nous sommes comprimés. Et nous sommes... Il faut peut-être leur donner un ordre de grandeur. Les États-Unis, c'est 30 000 milliards de dollars de dette. Sur la dette mondiale, cela représente à peu près 13% de la dette mondiale. C'est à peu près 17%, quelque chose comme ça. 226 000. 15%. Toujours est-il que leur PIB, sur le PIB mondial,
tourne autour du 10%. Voilà. Et ils sont endettés vers 17%. 17. L'Afrique, et ils ont leur population, c'est à peu près, la population des États-Unis, c'est à peu près 5% de la population mondiale, 360 millions d'habitants. Donc 5% de la population mondiale a 17% de la dette mondiale, 10% du PIB mondial. L'Afrique, c'est presque 4 fois. Presque 4 fois. Les États-Unis, c'est à peu près 20% de la population mondiale, 1 milliard. Non, c'est 4 fois les États-Unis. Les États-Unis sont 300 millions. 300 et 4 fois. Donc c'est 20% de la population mondiale. C'est 0,2% de la dette mondiale. Il y a quand même un problème là. Voilà. Finalement, qui est endetté. Oui, Et finalement, donc, qui est endetté. Non, mais c'est très bien, parce ça. merci à Yam Kimba, parce que justement, votre problématique, c'est ça. Qui doit à qui? Qui doit à qui? Donc, en réalité, on se rend compte que l'Afrique qui regorge de toutes les ressources, le grenier du monde, 60% de toutes les ressources de la planète, est considérée comme le pays de la dette. Et il faut bien que les téléspectateurs comprennent. Après les chiffres très éloquents que Yam Kimba vient de donner, on se rend bien compte que nous sommes les dindons de la farce dans cette histoire. Et la dette est un mécanisme capitaliste pour justement renflouer les caisses en permanence de ceux qui se présentent comme les créanciers. Et je rappelle que de la dette africaine, ce sont justement les institutions financières internationales. Beaucoup de subtilité. Quand vous lisez les journaux économiques occidentaux, ils sont dans leur rôle, ils vous disent que le plus gros détenteur, le plus gros créancier de l'Afrique, c'est la Chine. C'est la Chine. Écoutez, mais c'est faux. Je vous explique pourquoi c'est faux. Parce que eux, ils parlent de rapports de pays à pays. Or, l'Afrique est davantage endettée, bien plus que la Chine, vis-à-vis du Club de Paris, qui est une organisation qui dit renégocier la dette créancier dont elle défend les intérêts, du FMI, de la Banque mondiale, des investisseurs privés, dans les fonds de pension occidentaux. Donc ce sont eux qui détiennent la majorité de notre dette. Donc qui n'essayent pas d'embrouiller les gens en disant que... Donc là, il faut bien qu'on fasse attention. Il y a la dette multilatérale et il y a la dette bilatérale. Donc effectivement, on va sur le bilatéral de pays à pays. Oui, la Chine a des créances plus fortes que la France en Afrique ou que... On a plus de transactions avec la Chine. J'ai envie de dire, vous voulez qu'on ait quel volume de transactions avec la France qui en réalité a une économie boiteuse, qui elle-même est dans un endettement et un déficit budgétaire structurel énorme. Bon, on se parle en converti là, mais on a quand même des téléspectateurs qui veulent comprendre. La dette publique en réalité, c'est le cumul des qui est représenté dans déficit budgétaire, s'entend. Dans le budget, à la fin du budget, on sait si on a consommé plus qu'on a dépensé, plus qu'on a produit. Ça crée donc un déficit. Ça veut dire que les dépenses sont supérieures aux recettes. Ça, c'est le déficit. Donc, c'est le flux. C'est un flux. Alors que la cumul des déficits, c'est-à-dire qu'on prend les déficits depuis le temps. Je rappelle que la France aujourd'hui est à je pense 115%, les États-Unis 140 à peu près, ainsi de suite. Ça varie. Oui, moi je voulais parler de la dette globale, la dette publique globale. Donc bref, voilà une situation. Alors je termine juste en disant, quand vous demandez qui doit à qui, on voit très bien que l'Afrique ne doit rien à personne. Et bien que au contraire. La dette, l'endettement des pays africains, il faudrait bien que nos dirigeants comprennent. C'est extrêmement important. C'est une paresse intellectuelle énorme. Mais on comprend très bien, malheureusement, un certain nombre de nos élites, parce qu'elles considèrent que, c'est facile, ça évite de réfléchir. Mais vous vous rendez compte qu'on se vante même d'avoir, de s'être endetté. C'est-à-dire qu'on est content de s'être endetté. Dernièrement, le Cameroun, avec le rebond, en fait, en contractait une dette... Qu'on n'a pas pu prendre. Non, contracter, non. Le dernier rebond, on contractait une dette pour rembourser une dette.
qui était trop cher et pour rester éligible. Et on a présenté ça comme un succès. Il faudrait que nos dirigeants en Maniema comprennent que l'endettement, c'est un piège et que ça n'enrichit que les créanciers. Et je rappelle que quand la dette, ceux qui ont le pouvoir de faire tourner la planche à billets, contrairement à nous, par exemple, pays africains dépendants de la zone CFA qui est en parité fixe avec l'euro, ils font tourner leur planche à billets pour développer leur pays et puis ils évitent donc l'inflation en déversant leur monnaie créée par le canal de la dette. Et quand vous remboursez, ça crée donc le reflet de cette planche à billets qu'ils ont fait, et ça évite qu'ils aient de l'inflation parce qu'ils ont donc une création de richesse dans les pays qu'ils endettent, qui vont donc rembourser sur la base de leur effort économique par la création de biens et de services. Merci à vous une fois de plus, Paulela. Docteur Onguéné, on me signale que vous êtes là. Après, justement, vos copanélistes, on me rappelle justement le discours du feu président Thomas Sankara à propos justement de la dette. Il demandait justement la création d'un front unique contre la dette. Les bailleurs de fonds ne mourront pas, mais si nous payons, c'est nous qui mourrons. Alors, la question est, est-ce qu'on peut refuser de payer la dette? Est-ce qu'on a le droit de refuser de payer la dette? Micro, docteur Onguéné. Évidemment, c'est bon. Docteur Onguéné. La souveraineté monétaire, économique et autres voudrait que les pays soient autonomes et prennent des décisions qui vont pour leurs intérêts. Vous savez, la problématique de la dette africaine aujourd'hui est une souveraineté monétaire. Ça, il faut se le dire. Vous savez, aujourd'hui, c'est un peu gênant quand même, hein, on a coutume de le dire, ces années de voir qui fluctue de cette manière. Là, c'est un autre débat. Mais le problème fondamental au niveau de la politique monétaire, vous savez, beaucoup de pays africains ont plutôt des politiques budgétaires. Ça veut dire que du point de vue des politiques économiques, nous sommes assis tout simplement sur la politique budgétaire, mais nous n'avons pas faire tourner la planche à billets quand nous n'avons pas de politique. La problématique de l'autonomie. Aujourd'hui, tous les pays qui se sont développés dans le monde aujourd'hui, même les pays qui sont émergents de nos jours, tous ces pays-là ont ce que nous appelons des souverainetés monétaires. Aucun pays au monde ne devient émergent ou démarre l'autonomie. Il y a en fait, ce sont les accords que les pays africains ont signés. Et ces accords-là obligent ces pays à s'endetter davantage. Qu'est-ce qui explique? Le Cameroun a un mécanisme depuis près de 10 ans aujourd'hui. Le Cameroun a levé près de 6 emprunts obligataires. Tout à l'heure, on faisait allusion aux emprunts obligataires. Mais il se trouve négocier l'emprunt obligataire de l'année dernière, que le Cameroun soit encore à renégocier, par exemple, un prêt dans le cadre de la facilité élargie des crédits, mécanisme élargi des crédits auprès du Fonds monétaire international. Et quel prêt? Les prêts de 30 milliards de francs. A-t-on besoin toujours de courir vers ces institutions financières internationales pour avoir des crédits de 30 milliards de francs CFA? Et les crédits ne sont pas payés avec des différentiels de taux d'intérêt qui vont peut-être avoisiner les 30% du principal de la dette. Ça, c'est un problème. C'est un problème sur lequel les dirigeants africains doivent essayer de réfléchir. La dette est un bien public. La dette est un service public. L'État peut, à un moment, décider de s'endetter ou de ne pas s'endetter vers les institutions financières internationales. Si on ne s'endette pas vers les institutions financières internationales, on a des mécanismes nationaux. Vous savez,
on a coutume de le dire, les banques de la sous-région sont des banques en surliquidité. Ça veut dire qu'il y a véritablement des prêteurs au niveau de la SEMAR pour qui on peut véritablement aller vers qui pour avoir accès à certains financements. Il y a également monétaire. On a plusieurs mécanismes au niveau régionaux qui peuvent nous permettre de nous éloigner un peu de ces financements. Et plus dangereux d'être se gère encore. Le Cameroun a assez de milliardaires qui peuvent venir au secours de l'État du Cameroun lorsque l'État est dans le besoin. Par exemple, au niveau de l'emploi obligataire, comme le Cameroun l'a émis récemment, c'est l'occasion pour les milliardaires, les financiers camerounais, comme ça, les assurances, les banques et autres, de venir souscrire à cet emprunt obligataire pour permettre la souveraineté de la dette. C'est d'abord la dette nationale. Alors, lorsque la dette est plus adossée vers l'extérieur, ça pose un problème de dictat, ça pose un problème de taux d'intérêt, ça pose un problème d'indépendance économique, d'indépendance financière, d'indépendance monétaire. Continentale africaine, on oublie que pour mieux commercer au niveau de l'Afrique, il faut bien qu'on essaie de réfléchir sur la question monétaire. Nous allons commercer en quelle monnaie? La zone de l'échange continentale est une opportunité pour les pays africains, mais la problématique de la monnaie n'est pas encore bien structurée. Nous allons commercer en quoi? En dollars, en euros? C'est toute la problématique. Choisissons, si nous faisons le choix de la monnaie extérieure, il va de soi au niveau de l'endettement, on va toujours se retrouver avec une dette globale extérieure à nos économies. Et c'est tout le débat aujourd'hui. Merci une fois de plus à vous, Dr Onguéné. Alors, Dr Yom Timba, je pourrais entre guillemets, il y a de plus en plus le débat, on parle de dette illégale et on revient sur les projets. On en parlait tout à l'heure, lorsqu'on prête, généralement, on nous dit que c'est pour financer du Congo. Il y a un débat qui fait polémique de ce côté-là. Parlons par exemple concernant le... on se rend compte que le pays s'est endetté pour justement financer le barrage, mais il y a toujours des problèmes d'électricité, par exemple, dans le pays. Mais les barrages, justement, qui sont construits pour permettre aux multinationales qui sont installées dans le pays plutôt, qui exploitent justement les minéraux de ce côté-là, permettre plutôt aux multinationales finalement, on prête pour mettre les créanciers, on va dire comme ça, à la population. Alors, est-ce qu'on peut parler de dette illégale? Tout à l'heure, le docteur Edimo parlait de vol d'ailleurs. Joseph Tchounjan peut me dire une chose qui nous permettre de bien comprendre de quoi il est question. Il dit, mais qu'est-ce que la monnaie? Ça semble très loin de la dette, mais en fait, nous sommes au cœur de la problématique de la dette. Et il répond en disant, la monnaie, c'est une créance à vue sur le système bancaire. Ça veut dire que vous avez ici de la monnaie qui est faite ex nihilo. On a écrit quelque chose. Tout simplement, c'est une écriture. C'est un bien vide. Et c'est à toi. Vous pouvez aller acheter des machines pour construire des choses. Et quand le remboursement est fait, vous remboursez en réalité un bien plein. Que vous avez réalisé de la valeur qui retourne donc chez le banquier et c'est vide. Le mécanisme de la dette, c'est exactement cela. De quoi on parle? En fait, il faut créer notre propre...
Parce que quand c'est vous qui créez de la monnaie, vous maîtrisez votre masse monétaire, c'est vous qui créez de la monnaie, la valeur qui est créée, elle est où? Elle reste chez vous. Okay. Mais dans le cas de la dette, la valeur qui est créée, ça va chez l'autre. C'est l'un des gros problèmes de la dette. Et c'est pour ça que les réflexions sur la dette en Afrique sont moins des réflexions économiques à mener que des réflexions. Ça va dresser les cheveux de beaucoup d'économistes. Mais l'organisation de nos pays pour être sûr que la valeur que nous créons ne nous échappe pas. Vous me parlez du barrage d'Inga, mais on va y revenir. La question simplement c'est, vous allez comprendre pourquoi les États-Unis sont la première économie. C'est parce que vous utilisez du dollar. Or, le dollar, c'est du papier d'imprimerie, comme le cahier de Dr. Limo. C'est pas très différent. Donc, on l'imprime, c'est bien vide. Vous l'utilisez pour vendre votre pétrole, votre bois, votre diamant. Quand on vous a payé en dollars bien remplis, vous êtes obligé pour que celui qui va vous acheter et qui va utiliser ces dollars pour vous payer, il est obligé d'aller les acheter aux États-Unis. Dans les Américains, dès que vous achetez, ils ont l'argent. Sauf que ces dollars vont faire le tour. Vous avez fort besoin que ça rentre aux États-Unis parce que vos populations ne les utilisent pas. Vous devez aussi payer pour ça. Donc, les Américains vont avoir un gros endettement. Et vous avez vu le ratio tout à l'heure. Leur endettement correspond peu ou prou à leur PIB. Et donc, au fond, le dollar va servir à siphonner la valeur ajoutée à travers le monde, tout simplement. Et c'est le mécanisme de la dette. On siphonne la valeur chez vous quand on vous endette. C'est ça le mécanisme de la dette. Lorsque nous avons très bien compris ce que c'est que la dette de cette façon-là, plus pourquoi la structure de la dette dans les pays du franc CFA est encore quelque chose de plus pervers. Dans quelle mesure? Ben, dans la mesure où vous vous endettez dans quelque chose qui ne vient pas directement chez vous. Vous ne contrôlez pas. Mais les dollars, vous ne les recevez jamais. Vous les voyez, vous n'en voyez même pas la couleur. Les dollars atterrissent quelque part et vous, ce que vous recevez des notes, mais c'est du chiffon pour les toilettes. Et la conséquence, c'est qu'au fond, vous êtes endetté doublement. Peut-être pas. Vous êtes endetté doublement. Les toilettes qu'on appelle le franc CFA, le franc comorien. D'abord, ils vous siphonnent votre valeur. Je rappelle à la plupart des Camerounais qu'au jour d'aujourd'hui, le PIB de pays comme le Gabon s'est dégradé de 50% par rapport aux 30 dernières années. Il y a comme une relation cyclique tous les 30 ans, 25-30 ans, où nos PIB baissent, c'est-à-dire c'est le ratio par rapport à la population, baisse de 25 à 50%. Le Sénégal, c'est pratiquement 40% par rapport à il y a 30 ans. Le Gabon, c'est pratiquement la moitié. C'est près de 28%. Le Cameroun, c'est 18%. Pour des raisons qui sont assez étranges. Tout simplement parce que le Cameroun fait beaucoup de commerce avec son voisin. Le Niger. Pas siphonné de façon aussi importante. Et du coup, vous allez constater que quand vous regardez donc la dette de ces pays du franc CFA, nous sommes endettés vis-à-vis de celui qui est d'abord du franc CFA. Chaque fois que nous nous endettons d'une certaine façon par rapport à lui. Et ensuite, nous avons la dette qui est contractée dans le pays qui nous concerne. Que ce soit la dette bilatérale ou multilatérale, sous quelque forme que ce soit publique ou privée, nous avons ce double niveau d'endettement. Et ce double niveau d'endettement fait que si la dette devait siphonner 10 valeur ajoutée dans un pays qui a sa monnaie, comme l'Afrique du Sud ou la RDC, ça va être peut-être 15 ou 20%.
Du coup, nos pays produisent, en fait, c'est pour ça que je posais la question tout à l'heure à Paul et là. Quel PIB? Nos pays produisent beaucoup plus de... Elle n'est pas le PIB réel, et c'est à la fois les États et les institutions internationales qui disent que l'économie informelle, c'est autour de 60% du PIB. Ça peut être une manipulation, mais au fond, il y a une grande partie de notre économie qui échappe aux statistiques publiques. Oui. Du coup, nos PIB ne sont pas vrais. Et la capacité donc que nos pays ont, en fait, ça veut dire que le niveau d'endettement de notre pays est beaucoup plus faible qu'on ne l'imagine. Et couplé à une masse à rembourser. Donc, on a un double endettement, on a une masse monétaire faible, un pays, même une population qui n'est pas réelle. Au fond, économique dans nos pays. Ce sont les statistiques qui nous concernent l'intérêt de ce qu'ils veulent faire prévaloir. Voilà. Simplement. Aussi simple que ça. Simplement. Donc, vous voyez que nous sommes dans une situation quand même où la question de la dette n'est plus seulement une question économique. D'ailleurs, la dette ne l'a jamais été si l'on tient compte de ceci qu'on conquiert et on domine un pays par trois choses. Et la dette. Ces trois choses-là sont celles qui vous permettent d'avoir la même mise sur un pays et de vous assurer que vous le contrôlez. Je vais finir pour donner une réponse sur le cas de ceux qui vous endettent, qui acceptent de vous prêter, mais ne vous prêtent pas pour votre intérêt. Vos intérêts, ça ne les intéresse pas du tout. Les gens qui pensent que la Banque mondiale vous prête de l'argent à leur pays, mais la Banque mondiale s'en fout royalement. Il faut ramener la Banque mondiale à son contexte. Mais qui crée la Banque mondiale? Et il l'a créée parce que un État créé parce que c'est pour de la philanthropie, il vous aime beaucoup. Il crée la Banque mondiale, le système, comme il l'appelait, les institutions de Bretton Woods. D'abord, le FMI, c'est la centrale de renseignement. La Banque mondiale, c'est finalement les gros bras. C'est tout. Et du coup, lorsque vous avez un pays comme la RDC, tous les prêts qui sont arrivés sur INGA, je vous rappelle que si on construit INGA 1, INGA 2 et INGA 3, ça peut alimenter toute l'Afrique, toute l'Afrique australe. Du coup, INGA 1, 2, 3, ça représente à peu près 42 gigas, c'est-à-dire à peu près, le barrage des Trois Gorges, c'est 18 gigawatts. Donc à peu près 2 fois et demi le plus grand barrage dans le monde. Voilà. Donc, si vous le faites, vous alimentez en électricité. Comme il n'est dans l'intérêt de personne d'alimenter, de fournir de l'électricité à toute l'Afrique, mais ça n'intéresse personne, parce que si vous avez tous l'électricité, vous les Africains, ça veut dire que vous vous industrialisez. Mais comme on n'a aucune envie de vous... Helmut Kohl l'a rappelé, on n'a pas envie de vous aider à vous industrialiser. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va accorder le minimum syndical qui permet aux mines qui sont dans le Lumumba, à Lubumbashi, et un peu partout là dans le sud où il y a les mines, voilà, etc., d'avoir assez d'énergie pour produire du cuivre et pour le reste des minéraux. Et la RDC, en réalité, c'est ce qu'on appelle des îlots. Ce sont des îlots qui ne créent pas une chaîne de valeur nationale. Donc, c'est des chaînes de valeur isolées qui relèvent de l'intérêt. On peut dire il y a un peu d'électricité, INGA 1 est construit, mais la RDC est toujours dans l'obscurité. Parce qu'en fait, l'objectif n'est pas de donner l'électricité à l'autre. Ils vont faire un peu d'ébénisterie, ils vont plus importer des meubles. Merci à vous, Dr Yom Timba. Il nous reste à peine 8 minutes. On va rapidement aller parce qu'on doit également prendre le mot de l'écho pour sortir donc définitivement, puisqu'on est à l'ère justement des crypto-monnaies. L'interrogation, je vais peut-être vous passer la parole pour une minute, peut-être le tour de table.
d'un téléspectateur qui demande si les crypto-monnaies peuvent réduire justement la dépendance des États africains vis-à-vis des bailleurs de fonds, surtout bien sûr concernant les dettes. Docteur Edimon. Oui, ça peut. Surtout pour le cas des pays de la zone CFA. Oui, parce que en fait, les opérations d'import-export peuvent être gérées par la crypto-monnaie. Et ça peut de... Je parlais de vol. 100 milliards d'euros chaque année qui rentrent dans les comptes de la France, dans PIB du Nigeria. Dans le PIB du Nigeria qui rentre dans le compte annuellement du fait des prélèvements sur 15 pays, du fait de l'orientation des investissements et même des flux de retour des profits, parce qu'en fait, véritablement, lorsque vous êtes dans un système CFA, vous faites une discrimination. Vous permettez seulement aux entreprises françaises de prospérer sur le terrain CFA. Et tout cela, pris globalement, rapporte beaucoup d'argent à la France. Je pense que France jusqu'à la fin du monde, nous avons nos enfants qu'il faut nourrir, il y a des emplois qu'il faut créer. Il y a des pays à développer. Oui, voilà. En fait, moi, je pense qu'il faut véritablement passer à autre chose. D'une autre façon. La RCA est sortie de France CFA sans le dire. Parce que les opérations à l'interne et peut-être entre les États vont continuer à se faire. Opérations qui sont importantes parce que la RCA va quand même développer de l'énergie avec une puissance pétrolière et faire d'autres choses qui rapportent de l'argent. Et naturellement, moi, je ne pense pas que ce soit nécessairement la RCA qui a décidé d'entrer dans le Bitcoin. Je pense que c'est partenaire de demain. C'est partenaire de demain. Pourvu que rien ne transite par le trésor public français. Voilà. Merci à vous, docteur Edimon. Docteur Yom Timba, en une minute peut-être pour répondre également. Oui, je pense que là, parce que là, il faut faire une différence entre le Bitcoin et les crypto-monnaies. Oui, bien sûr. Les crypto-monnaies ou les autres, ce sont des monnaies qui appartiennent à des promoteurs, etc., et qui sont des produits fermés. Oui. La crypto-monnaie, le Bitcoin par contre, c'est totalement en dehors du champ de contrôle des États. Et d'ailleurs, c'est la seule crypto-monnaie qu'on appelle electronic cash, donc c'est du cash en version électronique. C'est la solution, tout au moins à l'heure actuelle. Et la Centrafrique va le faire parce que quand il faudra, ça va devenir un État bitcoiner qui va accepter de vendre ses moyens et va alimenter son système public. Donc, en fait, la question de la dette va devenir très différente. Est-ce que une meilleure gestion des ressources publiques? Parce que vous ne pouvez pas faire de détournement avec le Bitcoin, c'est totalement numérique. Vous ne pouvez pas faire de la corruption avec ça. Et donc, du coup, c'est une solution extrêmement importante pour autant qu'on l'implémente et que les États forment le personnel qui va devoir gérer tout cela et que la population soit bien sensibilisée. Je pense que ça va se faire et je crois que la question de la dette, d'ici quelques temps, on pourra s'en sortir. Effectivement, la Centrafrique est sortie du franc CFA. Qu'on le veuille ou pas, c'est la fin. Et je crois que les États de la CEMAC devraient rapidement suivre et qu'on aille de l'avant. Merci une fois de plus à vous, Dr Yom Timba. Je pense que la semaine prochaine, on reviendra justement sur cette problématique, la question de la monnaie franc CFA. Pour le mot de l'écho, rapidement avec Paulela.
Alors, avec vous, Paul, et là, nous parlons du pouvoir d'achat. C'est quoi le pouvoir d'achat? Le pouvoir d'achat. Alors, le pouvoir d'achat, c'est souvent utilisé. Même dans nos débats, on entend souvent ce concept économique de pouvoir d'achat. Alors, c'est quoi concrètement le pouvoir d'achat? Ben, on peut déjà dire que il faudrait considérer, on peut considérer deux types de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat d'une monnaie et le pouvoir d'achat des ménages ou des entreprises. Alors, le pouvoir d'achat d'une monnaie, c'est tout simplement, on va faire simple, hein, c'est une quantité de monnaie, ce qu'une quantité de monnaie donnée peut acheter en termes de biens. 1000 francs CFA, combien de biens et services permettent d'acheter, peuvent être achetés avec 1000 francs CFA? Si vous avez 1000 euros, combien de quantités de services peuvent acheter 1000 euros? Donc, ce rapport entre la monnaie et une quantité donc de monnaie, un stock de monnaie, et l'équivalent en nombre de biens et services, ça s'appelle le pouvoir d'achat monétaire ou d'une monnaie. Maintenant, vous avez le pouvoir d'achat des ménages. Quel est le pouvoir d'achat des Camerounais? Quel est le pouvoir d'achat de Manuela, des individus, des agents économiques? Alors, évidemment, c'est étroitement lié avec le pouvoir d'achat d'une monnaie. Pour avoir un certain pouvoir d'achat, il faudrait que vous ayez un revenu. Plus votre revenu serait important, plus vous aurez la capacité d'acquérir une quantité importante de biens et de services. Mais il y a un lien étroit, évidemment, corrélé avec le pouvoir d'achat de la monnaie, parce que la personne qui a 1 euro et qui vit en Occident, et vous qui avez un CFA, si tant est que ça existe, 1 franc CFA, cette personne qui quitte de son Europe natale peut-être ou pas, et qui arrive dans votre pays en Afrique, au Cameroun, avec ces 1 euro, qui valent donc 655,957 francs CFA, peut acheter au moins 2 bâtons d'arachide. Avec 1 franc CFA, vous ne pouvez pas l'acheter. Donc, le pouvoir d'achat des agents économiques est étroitement lié au pouvoir d'achat que confère. Et on compare en fait des pays par ce qu'on appelle la parité du pouvoir d'achat, en définissant un panier de biens et de services qui est le même d'un pays référent à un pays à comparer. Parce qu'il faut le dire, le pouvoir d'achat en réalité d'un agent économique, c'est le rapport entre le revenu et l'indice général des prix. Plus il y a de l'inflation dans un pays, plus ça vient éroder, ça crée une érosion de votre pouvoir d'achat. Donc, pour faire simple, comme on l'a dit, le pouvoir d'achat, c'est la capacité d'une monnaie et donc bien selon le coût de la vie, soit de votre pays, soit du pays comparatif auquel vous vous référez. Merci à vous, Paulila, pour le mot de l'écho. À cette autre édition du grand débat économique sur For You Media. Salle politique du Cameroun et Yaoundé, merci à M. Mekwandé, malheureusement, que nous n'avons pas pu avoir jusqu'à la fin de cette émission, des problèmes de liaison, en tout cas, depuis la Guinée-Bissau. Merci à vous. Merci à vous, Dr Yomtimba. Merci, Dr Edimo, et bien sûr, Paulila. Et à vous également, chers téléspectateurs. Sans oublier l'équipe technique. Passez d'agréables moments en compagnie de notre programme. Au revoir.